chefs de cour, c'était intéressant parce que c'est très important qu'il y ait des choses qui viennent de la justice elle-même. Bon, les moyens supplémentaires sont importants, hein, je crois que chacun l'a dit et reconnu, mais il y a un certain nombre d'améliorations, je pense, que nous pouvons apporter par nous-mêmes. Alors j'aurais 2 questions à vous poser en préambule. Vous installez ces 3 missions d'urgence à un moment assez particulier de la vie politique. Si demain le gouvernement tombe, j'en tiens pas compte. Quid de l'avenir de ces missions? Sinon, on ne ferait jamais rien. Que deviennent ces missions? J'espère qu'elles continueront indépendamment de moi. J'espère être là encore au moment où ces rapports me seront remis, mais il ne faut jamais penser à, je dirais, à la fin de sa propre mission. Donc on est dans une continuité, il faut avancer, sinon on ne ferait jamais rien. Donc voilà, j'avance. Alors, autre question. Parce que j'estime que ce sont des sujets essentiels. Je suis très préoccupé par... j'ai toujours été dans des fonctions précédentes par rapport à cette défiance que peuvent avoir les citoyens vis-à-vis de l'ensemble des institutions, vis-à-vis de l'ensemble des responsables publics. Donc tout ce qui peut être fait pour renforcer, diminuer d'abord cette défiance, renforcer la confiance des citoyens dans leurs institutions, y compris de la justice. Il faut le faire. Bon, donc je pense que ça peut y contribuer. Les sujets que l'on pose, l'engorgement de la justice, les délais d'audiencement, les délais d'exécution des peines, ce sont des sujets qui sont au cœur des préoccupations de nos concitoyens. Donc voilà, il faut y apporter des réponses. Et les moyens sont une condition nécessaire, mais pas suffisante. Et je suis heureux que ce discours ait été repris d'ailleurs par tous les chefs de cour. Alors, oui, une deuxième question peut-être. En 2022, la justice tout entière s'est réunie pendant les États généraux de la justice. Tous ces points-là ont été abordés. On a l'impression que on oublie ce qu'a été ces États généraux de la justice et qu'on recommence une nouvelle fois. Quelle est la différence? Je l'ai dit ce matin, il y a des tas de rapports, de communication qui ont été faits. Donc le travail de ces groupes, ce sera aussi de retirer justement tout ce qui n'a pas été fait, parce que le gros problème dans notre pays, c'est qu'on fait beaucoup de rapports et on n'en tient pas toujours compte. Alors, les États généraux ont débouché heureusement sur une loi de programmation, et je sais gré à mon prédécesseur, bien sûr, d'avoir su capitaliser là-dessus et mettre fin à 30 ans, 40 ans d'abandon de la justice au niveau du budget de l'État. Il faut poursuivre surtout cet effort et une fois de plus, ça n'est pas suffisant. Donc il faut qu'on aille au-delà. Donc il y a un certain nombre de préoccupations qui ont été exprimées au niveau des États généraux, mais qui n'ont pas tout traité non plus. Donc il faut pouvoir reprendre et essayer d'apporter des réponses pour que justement on puisse résoudre ces problèmes auxquels la justice aujourd'hui est confrontée. On aura donc une nouvelle grande loi justice? Je pense qu'il y a beaucoup de réponses qui peuvent concerner l'organisation elle-même de la justice, qui ne nécessitent pas obligatoirement des dispositions législatives, qui peuvent être traitées par circulaire du garde des Sceaux, par la voie réglementaire. Donc après, il faudra faire le tri, mais je ne suis pas sûr que ce soit utile de repasser par une loi. Ce sont des questions d'organisation. On voit d'ailleurs qu'il peut y avoir des organisations différentes selon les juridictions. Certaines sont plus efficaces que d'autres. Donc il faut faire partager dans les membres, vous avez entendu les profils de ceux qui vont faire partie du groupe sur la déjudiciarisation. Ils ont tous des profils complémentaires et très intéressants par rapport à ce sujet-là, y compris sur l'audiencement et l'exécution des peines. Ce sont vraiment des praticiens. Des praticiens et des chefs de juridiction et de cour, donc avec une complémentarité des profils. Donc voilà, j'attends beaucoup d'eux, une fois de plus, quoi. Alors vous attendez des propositions pour le 15 février et la mise en œuvre derrière, vous avez déjà un calendrier défini? Oui, je l'ai dit, d'abord je les rendrai publics, et puis je me suis engagé à apporter
des arbitrages très, très rapidement. Mais je leur demande aussi je dirais des propositions opérationnelles qui puissent justement être traduites concrètement le plus rapidement possible. Et sur la mission jugée dans des délais plus raisonnables, vous dites que vous seriez prêt à exploiter tous les moyens possibles. Est-ce que vous avez déjà des pistes les choses sont liées, hein, d'ailleurs. Si on arrive à désengorger la justice, ça pourra permettre des audiencements plus rapides. Bon, on voit que la justice est saisie de beaucoup de choses. Donc, mon prédécesseur avait lancé l'amiable, bon, l'a développé hein, très, très sensiblement. Il faut voir comment ça peut encore s'ajuster, se compléter, la médiation, éventuellement des transferts de contentieux d'une juridiction à l'autre, sans remettre en cause, bien sûr, nos principes généraux du droit et puis le fait que les atteintes à la probité relève du juge pénal. Bon, il y a un certain nombre de principes, bien sûr, qu'il nous faut préserver, mais voilà, donc il y a des choses qui peuvent vraisemblablement être faites, et puis il faut que les gens se parlent. Bon, c'est pour ça que c'est important qu'il y a à la fois des magistrats de l'ordre judiciaire, de l'ordre administratif et de l'ordre financier. C'est pas si fréquent que ça. Que les trois ordres travaillent ensemble pour justement apporter un certain nombre de réponses à des problèmes qui se posent aux uns et aux autres. J'aimerais qu'on revienne à quelque chose que vous avez dit pendant votre intervention. Vous avez évoqué les courtes peines, en disant que ça figurait dans le programme du Premier ministre. Et en même temps, vous avez dit que compte tenu de la surpopulation carcérale, ce serait extrêmement compliqué de les mettre en œuvre. Qu'est-ce qu'on doit je souhaite qu'on puisse les mettre. Non, alors, comment ça on met devra passer par une disposition législative, parce que vous savez qu'en dessous de 6 mois, les peines de prison ne sont pas possibles aujourd'hui. Donc il faudra là qu'on puisse rétablir cette possibilité à travers une loi, hein, un projet de loi. Mais il faut qu'on puisse, ça rejoint un petit peu ce que j'ai annoncé sur l'opération Vérité, sur le plan 15 000 prisons. Il faut qu'on n'ait pas qu'un modèle de prison, de centre de détention. Il faut qu'on puisse aussi adapter des lieux, je dirais, au profil de nos condamnés et détenus. Et on voit d'ailleurs, c'est ce qui se fait dans un certain nombre d'autres pays. On n'est pas obligé d'avoir des prisons avec des miradors, etc. Tous nos détenus ne sont pas dangereux. Ils ne sont pas des grands criminels. Donc voilà, donc il faut... on est en train de travailler justement à des formules qui nous permettent de réhabiliter des lieux, de faire en sorte de pouvoir garder, surveiller un certain nombre de personnes qui peuvent justement être condamnées à des peines courtes. Il faut que tout ça, on puisse y réfléchir et puis déboucher sur des propositions concrètes dans des délais là aussi raisonnables. À quelle échéance vous réhabilitez ces lieux et vous pensez libérer combien de places d'hébergement, hein, on ne va pas dire de prison. Je peux pas comme ça vous répondre, mais j'espère apporter sur l'année 2025 un certain nombre de réponses. Oui. En tout cas, avoir un plan solide, concret. Bon, il faut déjà qu'on s'efforce un peu de rattraper le retard. Mais tout n'est pas possible parce que c'est long. On voit, il y a un temps beaucoup trop long d'ailleurs pour construire une prison. Quand tout se passe bien, c'est 7 ans. Bon, c'est beaucoup. Bon, et alors quand ça se passe pas bien, quand il y a des difficultés foncières, quand vous avez des recours, bon, c'est 10 ans, 12 ans. Bon, donc c'est pas possible. Donc il faut qu'on trouve des solutions que d'autres pays ont mises en place pour essayer de se sortir, je dirais, de cette difficulté à avoir des lieux d'hébergement, comme vous dites. Concrètement, l'État s'assoit, si j'ose dire, sur combien de places de prison par rapport au plan 15 000 exactement? Comment ça s'assoit sur le... Combien de places ne seront pas construites à la fin de... Je l'ai annoncé, hein, le plan. Normalement, on devait livrer 15 000 places nettes en 2027. Et en l'état, nous serons en mesure de n'en livrer que 6 400 et quelques. Bon, 21, exactement. Donc voilà, il y a un gap important, et qui n'est pas acceptable, alors même que la population carcérale augmente dans des proportions importantes, puisque c'est de l'ordre de 5 500 détenus supplémentaires par an. Donc on risque en 2027 d'avoir aggravé le décalage entre le nombre de places nettes
et le nombre des détenus. Donc voilà, d'où la nécessité de réfléchir justement à la peine. Et puis c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a une sensibilité très forte de l'opinion et tout à fait légitime sur l'effectivité et la rapidité d'exécution d'une peine. Donc quand la peine ne se fait que quelques années après, ça retire du sens d'ailleurs à la peine. Donc voilà, non seulement il y a une interrogation sur oui, il est condamné, mais il n'exécute pas sa peine, et puis le rôle même de la peine a perdu de son sens, quoi. Voilà, donc c'est tout cela dont je souhaite qu'on puisse apporter, sur lesquels on puisse apporter quelques réponses là. Voilà. Et j'espère sans trop tarder. Oui, parce qu'il y a urgence. D'ailleurs, on dit des missions d'urgence. Avec des réponses qui devront être apportées ensuite dans la concrétisation très rapidement. Voilà.